Bonjour! Bonjour! Hello! 17e épisode, Coralie Laperrière. Hello! Vous n'avez pas entendu encore le teaser de l'épisode, mais j'ai dit qu'il allait avoir votre première chronique en 2024 et que j'allais avoir des courriels de plainte. Ah bon, ben tant mieux. Vous savez, quand vous venez, je reçois... Mais vous m'avez dit ça, mais vous me les avez jamais Non, partagés. j'en reçois pas tant que ça. Je mais sais pas qu'est-ce que les gens disent sur moi. J'ai l'impression que les gens me bitchent dans mon dos. Mais j'aime non, ça un peu. il Je me sens m'envoie- importante. Il m'envoie des petits bonhommes avec les yeux en l'air. Ah, ça, je suis habituée. Valérie Lefebvre-Fauché, bonjour. Bonjour! Je reçois jamais de plainte quand vous venez présenter un numéro de liberté. Ah non? Ben là, Ça va peut-être pas assez longtemps. c'est ça, on va travailler là-dessus. Ça va être le deuxième, on va en parler un peu plus tard, qui est paru en novembre. On a un peu de retard, parce qu'on est un peu sloppy, on va se le dire. Ben, c'est le numéro d'hiver. là. Oui. Donc, 17e épisode qui va être un peu plus... J'avais envie de le faire plus relax parce que je sais ce qui s'en vient. Là. J'ai préparé d'autres épisodes. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Ça va être plus costaud. Je pense que des fois, il faut varier la densité du contenu. D'ailleurs, ça va me permettre de faire ce que je ne fais pas souvent, c'est-à-dire une mini rétrospective de la semaine. Les actualités cette semaine. Bon, il y a des choses qui m'ont... j'ai été interloqué par certaines choses. Entre autres, vous avez sûrement vu passer ça, la Société canadienne de pédiatrie qui a émis de nouvelles directives en faveur du jeu risqué. Et d'après, donc, l'Association canadienne, cette forme de jeu non structuré peut améliorer l'estime de soi et les interactions sociales chez les enfants de 1 à 13 ans. Et là, ils ont fait des études, paraît-il. Là, je ne veux pas remettre en cause l'aspect scientifique. J'avoue, quand j'ai vu ça passer, j'ai trouvé ça très bizarre. Parce qu'ils disent que dans le fond, les jeunes sont un peu surprotégés, puis il faut augmenter le risque dans le jeu. Et là, ils ont des directives, mais évidemment, je suis un parent, fait que là, tout de suite, je suis interpellé. Sauf que les directives sont drôlement formulées. Voici un exemple. Il faudrait favoriser le jeu en hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Amener son enfant jouer à l'attaque barbecue sur le toit de la place Ville-Marie, la nuit. Il risque d'attraper l'herpès labial, de se brûler la rétine avec la lumière qui tourne et de crisser le camp en bas. Est-ce que c'est ça que ça veut dire, jouer en hauteur? Autre exemple, l'Association des psychiatres, des pédiatres, mon Dieu, beau lapsus, suggère le jeu à grande vitesse. Donc, amener son enfant jouer à l'attaque barbecue sur le toit de la place Ville-Marie, en rollerblades. Est-ce que c'est ça? Parce que sinon, comme parent, je me demande, qu'est-ce que ça veut dire? Le jeu comportant des chocs. Ça, c'est plus facile à comprendre. Jouer au hockey, jouer au football ou regarder les sondages qui projettent le PQ majoritaire avec son enfant. Ça, c'est tout un choc. C'est un choc. On va en reparler tantôt, Coralie. Attendez, prochaine, elle est très drôle aussi. Les activités supervisées à l'aide d'une hache, d'une scie, d'un couteau, d'un marteau ou des cordes. Ça, c'était officiellement... Valérie Lefebvre-Fauché, ça vous fait rire. Ben. Tu sais, je veux pas remettre en question, là. C'est juste qu'on a besoin de travailleurs de construction. Fait que là, ils veulent les starter vraiment tôt. Mais là, je me demande, en tant que parent, c'est toujours ça. Comment on fait? Mettons quelqu'un, là, s'inquiète de l'estime de Je soi. vous vois au parc du coin de la rue avec les parents Oui! de Mais là, Rosemont. ils disent d'ailleurs que c'est ça le problème. Les parcs sont trop supervisés. Puis jouer dans les structures, même s'ils montent, là, c'est pas assez. Okay. Fait que, voilà. Jeu à proximité d'éléments comme le feu ou l'eau. Et là, ils disent, hein, on vous dit pas de pas surveiller vos enfants, mais comment on matérialise cette indication-là? Genre, est-ce qu'on joue à Colin-Maillard à côté d'un lac? Puis là, on le laisse aller. Ah, notre enfant cherchait ses amis et est tombé dans l'eau. Ou jouer à Jandy à côté d'un volcan. Pour vrai, aidez-moi. Des activités comportant un risque de se perdre. Et là, il donne l'exemple. Dans le cas d'un jeune enfant, Valérie Harry, dans le cas d'un jeune enfant, se cacher derrière des buissons sous supervision limitée. Est-ce qu'on est à moins d'1 kilomètre du buisson en tant que parent, avec des jumelles? Peut-être faire partie du gouvernement de la CAQ présentement semble être une façon aussi d'être perdu. Coefficient assez élevé. Bon, moi j'ai d'autres suggestions, cela dit. Aller à l'école dans une zone de 30 km que personne ne respecte. Oui. Moi je le vis tous les matins à la garderie, c'est capoté. Puis quand il y a des opérations policières, ça c'est véridique, ils donnent pas de tickets aux voitures. Ils vont les voir puis ils leur disent « Moins vite, s'il vous plaît ». Et j'ai été témoin de ça. Ils donnent pas de tickets. Faire du vélo l'hiver, ça j'ai remarqué que c'est un jeu extrêmement dangereux. Pour vrai, cette semaine, je me fais prendre des fois, je me pogne avec du monde sur Twitter. Une fois par trimestre, j'oublie qu'il faut pas faire ça. Ouais. Puis là, je me suis pogné avec des messieurs qui ont des photos pour vrai, des photos soit de gros pick-up ou de gym. Et c'est clairement pas eux.
qui sont sur la photo. Et là, c'était comme l'effondrement de la civilisation de juste tweeter qu'on fait du vélo. En fait, je faisais des tweets pour montrer parce que MC Gilles et Patrick Lagacé, je pense au 98.5, ont répété ce que tout le monde répète, que les pistes cyclables sont déneigées, mais pas les trottoirs, puis que les personnes âgées qui s'en vont à leur traitement d'oncologie tombent et se cassent des hanches. Et j'ai mis des photos pour montrer que c'est pas vrai, c'est même l'inverse. Cette année, particulièrement cet hiver, les pistes cyclables c'est très aléatoire, le déneigement. Et là, je me fais ramasser par des messieurs fâchés qui me demandent de vivre et laisser vivre. Crissez-nous la paix avec votre mode de vie. Moi, je te demande pas de faire du vélo, monsieur. Cela dit, je regarde ta shape et tu devrais en faire. Mais voilà. Alors, je me suis fait prendre. Donc, ça, c'est un jeu dangereux. Je pense que l'Association des pédiatres serait contente. Je termine avec cette partie-là parce que j'avoue que je me méfie des pédiatres depuis la pandémie. Je sais pas si vous vous rappelez de la déclaration de Great Barrington. Non. Ça fait longtemps, la pandémie, hein? Oui, ça fait longtemps. C'est une autre vie. Valérie, ça vous dit rien, ça? La Non, déclaration de on essaye d'oublier. Great Barrington, une ville au Massachusetts. Et dans le fond, c'était une déclaration menée par un espèce d'institut économique de Montréal, mais des États-Unis. Donc, un groupe libertarien qui ont réussi à demander à des médecins, des scientifiques de signer une déclaration. Il y avait des milliers de noms pour demander au gouvernement de ne rien faire pour la COVID, parce que l'économie allait être mise à mal et qu'il fallait l'attraper, la COVID. Oui. Bon, l'immunité de groupe, ça a été évidemment démonté par-dessus démonté. Et même, il y a des journaux qui se sont penchés sur les signatures. Et il y avait des gens comme Johnny Bananas, Dr. Johnny Bananas, qui avait signé plein de faux noms, plein d'homéopathes, cette science exacte. Et il y avait, entre autres, la présidente ou la vice-présidente de l'Association de pédiatrie du Québec qui avait signé cette déclaration. Puis rappelez-vous, pendant la pandémie, les pédiatres avaient toujours des drôles de suggestions qui allaient à l'encontre de la santé publique et de la science assez de base. Et on se demandait ce qui se passait. Alors, depuis ce temps-là, je me méfie. C'est pour ça que quand j'ai vu passer cette chose, je me suis dit, OK, il faut faire attention. Sur une note personnelle, la clinique, là, je vais avoir l'air très personnel, mais j'ai appris cette semaine que la clinique Oumiville suit ses traitements de désensibilisation aux noix de cajou. Va fermer. J'en parle parce qu'on a déjà vécu des aléas à cause de ces allergies-là. Alain Farah était venu l'année passée et l'ambulance était arrivée à la maison pendant que j'enregistrais l'entrevue avec Alain Farah parce que ma blonde avait donné des noix de cajou sans le savoir et il y avait eu des petits boutons. Puis là, elle a un peu paniqué. Elle pensait qu'il était en choc. Anaphylactique. Voilà. Fait que les pompiers sont arrivés. En fait, oui, c'est les pompiers. Et on a commencé donc des traitements et on savait même pas que cette clinique-là était privée. OK. Parce qu'évidemment, j'ai pas les moyens d'aller au privé, mais on a su cette semaine, et là, après ça, les journaux en ont parlé, c'est de Children Clinic, affilié au CUSUM, qui desservait 300 000 enfants, qui a sauvagement fermé. Je vous en parle parce que c'est une clinique privée, et on est dans une pleine réforme du système de santé, et je me rends compte que, OK, c'est pas la panacée. Et Ils ont fermé sauvagement, ils ont fait faillite. on va faillir. La compagnie qui administre cette clinique-là est dans le trou de 60 millions. Et là, la réceptionniste nous a envoyé un courriel pour nous dire le rendez-vous du petit Millville. C'est anglophone, fait que c'est Melville. En anglais, Millville, ça n'existe pas. Mon fils s'appelle Melville. Melville. Et elle ne savait même pas elle-même que la clinique était fermée parce que le lendemain, j'ai vu l'article comme quoi la clinique, 300 000 enfants. Et moi, je suis chanceux parce que la pédiatre de Millville, c'est pas la même clinique. Okay. Mais il y a des gens qui ont perdu leur pédiatre. Et c'est une clinique privée, pas capable. Hey, écoutez, là, il n'y a pas de risque, là. C'est le gouvernement qui vous finance. Il y a des gens malades, là. C'est beau. Ouais, puis vous allez avoir... Et ils ont quand même fait faillite. Alors, c'est-tu ça qu'on va vivre dans les prochaines années? Des choses comme ça? Pourtant, quand on regarde le domaine de l'essence, le domaine des cellulaires, l'alimentation, l'Internet, le privé, ça va bien. Ça va bien? Mais non, mais c'est là, sûr que Christian Dubé a pris une bonne décision. Voyons donc. Et là, on nous dit toujours, ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de joueurs. S'il y avait plus de détaillants d'essence... Mais non, s'il y avait plus de joueurs, les plus gros les rachèteraient et on nous entuberait pareil. Ce que Millville a vécu avec les noix de cajou, là, c'est ce qu'on va vivre collectivement dans les prochaines années. Moins de services publics, plus de privés et soudainement, on reçoit un courriel, la clinique a fait faillite. Ça marche pas. Le système est brisé. Je me permets d'en parler avec toi, Coralie, parce que tu es anarchiste. Oui. Et tu sais comment le système est brisé, puis ça prend autre chose. Valérie, est-ce que vous êtes anarchiste, vous? Où vous situez sur le spectre? Pourquoi on serait pas anarchiste, franchement? Bien sûr. Je sais. Assumons-le. Mais c'est dur. Moi, je sais pas si je suis anarchiste. Ça s'en vient. Je pense que oui, hein? On va t'amener du bon côté de la force. Moi, je veux juste pas... On est souple, nous. On n'a pas un programme fixe. Là, c'est comme ça.
Je vais vous dire, mon problème avec l'anarchisme, c'est le passif. Il n'y a pas beaucoup d'exemples dans l'histoire où ça a fonctionné. Ah, c'est faux. Ça peut les coops. Il y a plein de coops que c'est des programmes anarchistes. Mais les coops sont pas tous anarchistes. Non, mais je parle d'un système, mettons un système à grande échelle. Là. Ouais. À part la commune de Paris, un avant-midi, là. Est-ce qu'il y a... Il y en a plein, c'est juste que souvent, ils sont violemment réprimés quand même. C'est ça. Faudrait peut-être s'y pencher dans un épisode subséquent là-dessus. Ouais. Mais il y a même un site internet qui s'appelle... Il va falloir que je me rappelle. Rebellious Cities ou une affaire comme ça. C'est dans le livre de Jonathan Durand-Folco sur le municipalisme libertaire. On va recevoir bientôt, d'ailleurs. Ah, super. Puis il y a, justement, il y a un site internet qui regroupe toutes ces villes-là qui font du municipalisme libertaire puis qui commencent à avoir leur propre monnaie. Fait que c'est quand même en train d'arriver. Là. OK. Autre sujet. J'ai beaucoup aimé le petit scandale des cocktails de financement cette semaine, qui nous ramenait en 2012. Oui. Avec la commission Charbonneau, le printemps érable. Bon, évidemment, c'est pas les mêmes montants que le PLQ. Là, on parle de 100 $ le cocktail. Mais quand même, je trouve que c'est réconfortant de voir qu'avec la CAQ, c'est la même chose que le PLQ. On n'est pas dépaysé. Non. Dans le fond, c'est comme une doudou. C'est une doudou, les partis politiques un peu corrompus. Cela dit, il y aurait un débat à faire qui ne se fera pas parce que François Legault a tout de suite dit « Non, en fait, j'ai vu les sondages, fait que là, on arrête ça. » Mais la semaine prochaine, il va changer d'idée. Mais c'est clair, mais en même temps... Je pense qu'aussi, c'est parce que les caisses sont pleines après tous ces cocktails. Mais après ça, on pourrait se demander, la personne au pouvoir, est-ce qu'elle a besoin de faire du financement? C'est normal que les autres partis ont besoin, mais on pourrait comme re-questionner le fait que le parti au pouvoir qui a eu le plus de votes et donc le plus d'argent a peut-être pas besoin de faire ça. Mais il y a clairement un débat à faire, sauf que, évidemment, la CAQ est en mode panique. Fait qu'au lieu de faire un débat, tout de suite, non, nous prenons la décision, c'est terminé. Est-ce que les sondages sont montés, Martin? Martin? Ah non, OK. Bon, on va penser à d'autres choses. J'ai beaucoup aimé aussi les tergiversations de Paul Saint-Pierre Plamondon sur ses positions qui n'étaient pas si lointaines qu'il tenait sur le financement des partis politiques. C'était en 2009, dans son livre « Des jeunes et l'avenir du Québec, les rêveries d'un promeneur solitaire ». Ça, c'est l'époque où il se prenait pour Jean-Jacques Rousseau, juste avant de se prendre pour René Lévesque. Il avait imaginé un système où le financement des partis politiques serait confié à un organisme indépendant qui répartirait l'argent public. Tu sais, c'est quand même pas fou. Évidemment, il a dit non, ça, c'était pas vraiment une position ferme. C'était une hypothèse à l'époque. Puisque je suis sur le bord de prendre le pouvoir, je vais changer mes anciennes positions. Ils font tout ça. Cela dit, vous avez vu les sondages. J'ai pensé à vous, Coralie. Oui. Parce que vous avez déjà milité au PQ. Non, j'ai pas milité au PQ. J'ai milité dans l'indépendance. Je pensais que vous avez... À la SSJB, mais j'étais pas dans un parti. La SSJB... C'est pas mal le PQ. Oui, mais j'ai jamais eu de carte du PQ. Je n'ai jamais milité au sein du PQ. OK. Je tiens vraiment à le dire à chaque fois que c'est pas arrivé. Bon, là, on a vu les sondages. Il y en a plusieurs. Il y a Philippe J. Fournier qui en a sorti... En fait, qui a fait l'amalgame sur son site. Est-ce que j'ai ma petite photo? Ah oui, voilà. Donc, aujourd'hui, s'il y avait des élections, le PQ aurait 67 comtés, plus 63. Parce qu'on se rappelle qu'au-delà de la vibe qui existe, ils ont 4 députés. Le PLQ, 28, plus 8 par rapport à actuellement. C'est ça, grâce à Denis Coderre, peut-être. Grâce à Denis Coderre. Ça me fait rire parce que les médias disent « Ah, c'est une bébite médiatique. Fait qu'on va faire une entrevue avec lui. » Parce que c'est une bébite médiatique. Exactement. Oh là là. Québec solidaire, plus 3. Ça lève pas. Ben, Gabriel Nadeau, il fait trop, je pense, le politicien. Puis je pense que ça marchera jamais avec lui. En tout cas, c'est ma grosse opinion, mon gros rant. Mais Gabriel, il est fendant depuis 2012. Puis je pense que comme il est rendu avec un collant fendant en face, puis j'ai pas l'impression qu'on va sortir de ça avec Gabriel à 15 députés. Là. Je pense que il interprète vraiment l'espèce de ce que le monde n'aime pas de la gauche. Ah ouais. Mais en même temps, il est politicien, il est très comme... Puis je pense que malheureusement, il n'a pas le choix. S'il veut vivre médiatiquement, parce que s'il était plus, entre guillemets, radical, je veux dire, déjà que les médias dépeignent QS comme un parti d'extrême gauche, imagine s'il était vraiment... C'est pas dans la radicalité, mais c'est dans la vérité, moi, je pense. Il y a beaucoup de moments où Québec solidaire dit pas la vérité aux gens. Puis moi, ça me gosse à chaque fois. Quand on parle d'immigration, puis là, ils veulent refaire un meilleur débat sur l'immigration, mais il faut parler de la crise climatique, il faut parler de la crise migratoire, il faut parler des conflits armés, il faut parler de ce qui se passe dans le monde pour dire ça va arriver ici, qu'on le veuille ou non. Puis le fait qu'ils n'en parlent pas... Donc, on a une dette morale par rapport à l'immigration. Ben, pas une dette morale, mais c'est que ça va arriver. Les gens vont ils vont arriver, fait que soit on les accueille dans des tentes ou on va pas pouvoir les refouler à la frontière. Fait que moi, je trouve qu'il manque de vérité. Si on disait vraiment la vérité aux gens de faire, ces gens-là, ils vont arriver de toute façon, que vous le vouliez ou non,
qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Fait que moi, c'est ça qui me gosse, qu'on est encore en train d'être dans le bac à sable de François Legault à dire une espèce de nombre magique de l'accueil, de la capacité d'accueil. Ben non, maintenant, soyons réalistes, puis parlons de ce qui se passe dans le monde, puis faisons genre, OK, qu'est-ce qu'on fait à partir de la situation mondiale? Moi, je trouve qu'il manque de vérité chez Québec solidaire pour vraiment comme convaincre les gens, parce que je suis pas mal convaincue que si les gens savaient c'était quoi les vraies conséquences de la crise climatique, de la crise économique, des conflits armés, ben là, les gens voudraient avoir des actions concrètes. C'est juste que là, on est dans le mode politicien, puis personne parle vraiment de ce qui se passe. Puis on pense qu'à un moment donné, l'inflation va se régler. Ça, c'est vraiment pas comprendre le capitalisme que de penser que c'est une bulle qui va finir l'année prochaine. En même temps, c'est à peu près les seuls qui parlent d'une vision d'avenir, qui parlent de contenu, finalement. Non, mais je veux dire, souvent, on parlait de Nicodère qui a rien à dire, puis qui fait juste animer. Mais c'est ça qu'on demande à nos représentants, en fait, de faire un discours divertissant dans les médias. Donc, les gens qui arrivent avec du contenu pour vrai, qui ont vraiment réfléchi à une solution, c'est plus difficile de les faire passer. Je pense que ça les dessert sans doute dans les sondages. Non, c'est intéressant, mais Coralie, est-ce que... Vous rejoignez un peu ce que disait Catherine Dorion quand elle a sorti son livre? J'ai même pas lu encore son livre, mais j'ai vu ses interventions dans les médias. On n'a pas eu le choix. Ici, oui. Ouais. Mais moi, je trouve ça symptomatique parce que elle arrivait elle disait un peu comment ce parti-là n'est pas fonctionnel. Oui. Et ça, les médias embarquent toujours là-dessus. Oui, parce que c'est ça le récit médiatique envers Québec solidaire et la gauche, c'est que ça peut pas fonctionner. En fait, ils sont pognés avec ce système-là et essaient de manœuvrer là-dedans. C'est ça. Moi, je pense que les deux porte-paroles, j'ai l'impression que c'est une façon d'être différent, mais qui est un peu futile et qui passe pas bien. Je comprends l'idée de la parité, tout ça, mais je pense que ça noie le poisson. Mais après ça, ils ont essayé d'imposer un peu plus les gens qui faisaient de l'argent. Ils se sont trompés de terme, puis on en parle encore. Ouais. Puis ça va revenir aux prochaines élections. Exact. Il y a des commentateurs qui vont dire, oubliez pas, c'est le parti qui vous traitait, vous, classe moyenne, d'ultra-riches. J'ai un peu l'impression que c'est un combat perdu. La gauche au Québec. En tout cas, moi, je suis optimiste dans la vie. Ben, il faut l'être. Jamais que c'est un combat perdu, ouais. Mais j'ai l'impression qu'on va toujours reprocher à Québec solidaire de pas être assez à gauche ou trop à gauche. Mais le vrai problème, c'est juste qu'ils sont à gauche. Pour bien des gens. Il y a un fond de gauche quand même au Québec. Là. C'est pas si clair que ça. Il y a plein de monde qui s'identifie encore à l'indépendantisme des années 70, qui pour eux, c'est un mouvement par les classes populaires. Oui, mais il y a déjà été, je pense, mais je pense quand même que c'est une parenthèse, moi. De plus en plus, je me rends compte que cette adhésion collective est peut-être très, très liée à une époque précise. Puis si on étire la loupe sur l'histoire du Québec, on se rend compte que on est peut-être plus conservateur qu'on pense. C'est pas si mal, là. Je veux dire, moi, je suis pas comme ça, mais j'ai l'impression... Tu sais, je regarde la remontée du PQ avec un discours sur l'immigration qui est vraiment déplorable, et ça marche. Oui. Ça marche parce que les chroniqueurs nous ont bien préparés en amont et en aval, mais c'est pas le projet indépendantiste. C'est-tu un projet indépendantiste? J'ai hâte de voir quand s'il est au pouvoir dans 2 ans et demi, parce que c'est long, 2 ans et demi. Ouais. C'est un momentum qui va être dur à garder, mais est-ce qu'il va faire comme tous les autres chefs du PQ et downgrader le référendum à venir? Puis ça va faire encore un parti un peu plus à droite, un PQ un peu plus à droite qu'avant, qui va gérer une province. Oui. Mais encore là, il manque de vérité. Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est quand, on a un discours sur la francisation, puis on oublie que Québec fait dormir des millions de dollars pour faire la francisation. Et là, on n'est pas dans un débat honnête. Là. Fait que moi, c'est vraiment ça que je reproche à tout le monde en ce moment dans l'arène politique et l'arène médiatique. C'est où la vérité? Sont où les articles que nous, on a lus? On sait là, qu'il y a des centaines de millions de dollars qui dorment dans les coffres de Québec pour la francisation. En éducation, c'est la même chose. En santé, c'est la même chose. Exactement. Fait que pourquoi on parle pas de ça, du fait qu'ils sont même pas dépensés cet argent-là? Mais c'est pas cohérent. C'est si on veut avoir le mode de vie qu'on a en ce moment qui est pas viable, qu'on devrait pas continuer à avoir, mais le mode de vie qu'on a en ce moment, ben on l'a parce qu'il y a des personnes qui arrivent ici avec un statut précaire, malheureux. Puis c'est malheureux, là, je souhaite pas que toutes les personnes immigrantes aient des statuts précaires. Non. Mais tu sais, quand quelqu'un se fait livrer 4 fois par semaine du Amazon, ben la personne qui lui amène du Amazon, c'est souvent une personne... C'est pas Marco au marketing, puis la personne qui travaille dans les usines Amazon, puis la personne qui a fait son cossin en plastique, qui a acheté, c'est
tout le temps des personnes qui ne sont pas blanches, qui ne sont pas canadiennes françaises. Fait que moi, c'est surtout ça qui me gosse, là, c'est cette espèce de hypocrisie qu'on a collectivement, de faire comme non, ils viennent ici, ils viennent profiter du système. Ah, excuse-moi, Marco, c'est toi qui profites du système. Là. C'est toi que ta start-up a réussi à avoir de l'argent du gouvernement pour faire un bébé. Un produit qu'on n'a pas besoin. Exactement, tu sais, alors que ces gens-là, eux, on en a besoin. Fait c'est ça qui manque, puis je pense que Québec solidaire devrait prendre cette vérité-là puis juste la dire. En ce moment, c'est pas dit dans le discours médiatique. Ruba Gazal le fait, quand même. Ruba le fait, mais moi, je veux tasser Gabriel puis remettre Ruba. Là. Mais vous avez des griefs de 2012, là. Oui. Avec GND. Je veux juste terminer parce que je pensais juste faire des petites blagues nounounes, puis finalement, on a une belle discussion. Bravo! Ça sert à ça, le podcast. Je veux juste dire par rapport au sondage, bon, c'est dans 2 ans et demi les élections, ça risque de changer, mais juste de voir CAQ 9 comtés, moins 80, ça m'a fait du bien. Moi, là, je pense à tous ces suceux de pouvoir qui entourent la CAQ, qui sont très présents sur Twitter, des anciens péquistes. Juste voir leur face le matin qui ont lu ça, ça me fait plaisir. Cela dit, ils sont peut-être déjà en route de retour au PQ, parce que ça a l'air d'être ce genre de girouette-là. Je sais pas si au PQ, on va les accepter, les anciens péquistes qui sont partis à la CAQ, là. Il y a toujours ça au PQ. Ça fait 20 ans que c'est des vampires, les gens qui croient au PQ. Des suceux de pouvoir. Je vais recevoir beaucoup de courriels, je le sais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Hey! Voilà! C'était les actualités cette semaine. Coralie? Oui? Vous m'avez dit un peu que vous allez parler de transition climatique? Oui, c'est ça. Ben, c'est mon nouveau sujet de chialasse préféré, c'est le transitionnisme. Ah! OK, il y a un terme consacré. Oui, ben c'est le terme utilisé pour parler de la transition énergétique là, qu'on doit faire en tant que société. Tu sais, de passer des énergies fossiles aux énergies durables, propres, vertes. Hein? Oui. Des mots qui veulent absolument rien dire. Hein? La preuve, essayer de faire deviner ça au jeu de la boulette. C'est pas facile. Moi, je bois plus, hein, depuis 6 ans et demi. Fait que je joue plus à la boulette. Tu joues plus? Il y a personne à jeun qui joue à la boulette. Parce que quand on joue à jeun, on se rend compte que c'est plate en crise. En tout cas, c'est vrai que c'est plate. Mais bon, je trouve qu'il y a... On va recevoir des courriels. Là, la boulette puis les PQ, c'est correct. Mais je trouve qu'il y a une trop grande partie du discours entourant la lutte au changement climatique qui tourne autour du transitionnisme. Et ça me gosse vraiment. C'est comme si tous les maux de la planète allaient se régler avec des bornes de recharge au Saint-Hubert. Tu sais, le gouvernement de l'Ontario a annoncé que sa stratégie pour diminuer ses GES, c'était de fermer les centrales de charbon pour ouvrir plus de nucléaire. Pas de panique, le nucléaire va sauver le monde, la gang. Moi, le transitionnisme, pour moi, c'est de l'écologisme de politicien. Ouais. C'est le transitionnisme, c'est le développement durable, hein, qui sont 2 termes qui vont pas ensemble, comme une dépression productive ou un attentat humanitaire. C'est comme du greenwashing, mais c'est pas tout à fait du greenwashing. C'est comme son cousin un peu plus woke, mais qui fait du sidou électrique. C'est de l'écologisme de gars. Moi, je trouve de la transitionniste. Ça, c'est drôle. C'est qu'on va changer des bébelles à gaz pour des bébelles électriques. Hein? On n'est pas dans le care. Non, c'est ça. Ça va être des pick-up pour des Cybertruck. Le transitionniste, c'est le changement de look de Pierre Poilievre. Le transitionniste, c'est une pensée magique qui imagine que toutes les crises environnementales vont se régler du jour au lendemain grâce aux chars électriques, aux fenêtres Énergie Star puis des jeans faites de polyester de bouteilles de plastique recyclées. OK? Mais je pense qu'il faut parler des autres solutions climatiques qui sont pas juste l'électrification. Là, si on veut cultiver l'espoir puis imaginer vraiment le monde de demain, le monde où ça va bien, là, pas genre le monde où on est en train de se diriger, où les arbres sont en feu puis que c'est le late stage capitalism puis Prada vend des masques à gaz à paillettes. Là, le monde, le fun. C'est que l'électrification, elle est à faire, oui, mais on peut pas parler que de ça. Hein, ça donne pas espoir. Mais non. L'électrification, c'est pas un projet de société, faire pareil comme avant, mais électrique. Puis les médias sont pas bien bons, je pense, pour nous faire avoir de l'imagination en matière de climat. On a vraiment chialé beaucoup sur les médias aujourd'hui, mais... Non, mais il faut. Il faut. Mais moi, en plus, je suis dans les médias. Oui. Je suis rendue chroniqueuse. Vous êtes fait prendre. Oui, je me suis fait prendre dans cette game-là. Ah mais... oui, je vais changer de l'intérieur. Exactement. On s'en reparlera. Mais c'est ça, je pense que quand on parle d'environnement dans nos médias, c'est comme un enjeu séparé. Hein? Oui. C'est à part du reste de la société. L'environnement, ça a surtout pas rapport avec les conflits armés, l'inflation, la santé publique. C'est toujours traité comme dans un coin obscur des médias, dans la section environnement. Puis la section environnement est toujours en dessous de 14 publicités de VUS. Juste avant Insolite. Exactement. Puis, by the way, là, les VUS, les pubs de WA, là, tu sais, le WA...
Non. Vous avez pas vu le WAP? Non. C'est une annonce avec Marie-Lou 3 fois par jour. Ah, mon Dieu! Mais parce que les pubs du WAP, c'est pour te vendre des chars, mais je trouve ça insultant parce que leur seul argument, c'est un onomatopée. Moi, à quel point ils prennent le monde pour des caves? Moi, si tu veux me convaincre d'acheter un char, ça va te prendre des phrases complètes, OK? C'est honnête. Ouais, ben, fallait que je le dise. Moi, je l'avais sur le cœur, le Avez-vous WAP. remarqué, je fais une parenthèse, que les porte-paroles de voitures au Québec, ce sont toutes des femmes maintenant? Oh, pas mal, oui. À part Dan Bigra pour le Dodge Ram, là. Puis Martin Petit pour les gros pick-up aussi. Ah, c'est vrai, mais sinon, c'est Karine Vanasse, Marie-Lou Wolfe. Mélissa Desormeaux-Poulain. Et Marie-Lou pas Wolfe. Ouais. Donc, on a fait le tour du potentiel chez les constructeurs. On se dit, on peut plus. Les gars, on les a tous tués, là. Mais les gars, c'est les pick-up. Quelle grande avancée féministe. Oui. Ouais, mais attendez, il n'y a plus de petits chars, c'est des petits VUS. Anyway. C'est ça? Ouais. Oui. Oui, enfin, les femmes font comme les hommes. Ça, c'est le fun. On pollue comme les hommes! Fin de parenthèse. Mais sinon, c'est fou comment, quand on regarde les grands médias, les grosses crises environnementales, hein, parce que c'est ça, c'est crise environnementale au pluriel. Hein, c'est pas juste la crise climatique, là, c'est la crise des pollutions, crise du manque d'eau, de l'eau potable. Oui. On n'en parle jamais vraiment, puis des fois, je regarde ça, puis je me dis, coudonc, je l'ai-tu imaginé, le continent de plastique? C'était-tu dans ma tête? S'il n'y a pas une photo de tortue morte avec une paille dans le nez qui circule activement, ça n'existe pas. Mais le plastique dans l'océan qui se dégrade, ça fait des gaz à effet de serre. Hein? Mais il semble qu'on devrait en parler en 2 destructions de milieux humides pour une usine à batterie. Ça, je dis rien. Partez-moi pas sur Nordvolt. On en reparlera. Oui, c'est clair. Mais justement, là, on en parle un peu dans Nordvolt d'environnement parce que, tu sais, Nordvolt détruit l'environnement pour protéger l'environnement. Non, mais ils reconstruisent ailleurs. Oui, sur des terres agricoles. Oui. Oui. Puis après ça, ils vont reconstruire des terres agricoles dans des forêts. Oui. Et là, avec le bois coupé, planter des forêts dans les stationnements. Là, ça va être une grande boucle comme ça. Oui. C'est super difficile de lutter contre ce système-là. Là, tout le monde essaye depuis des centaines d'années. Ben, c'est que malheureusement, c'est tellement gros. Même, tu sais, les avocats de la CQDE, en fait, ont demandé une demande à injonction qui a été refusée. Fait que là, même quand il y a des personnes intelligentes, d'importance, qui ont des diplômes, qui font comme « Hey, ça n'a pas de bon sens », ben ils se font refuser. Fait que c'est sûr que les instances sont vraiment contre nous. Ouais. Ça marche. Il y en a des gros projets destructeurs de l'environnement qui sont refusés. Là. On en gagne aussi des batailles, on oublie. Merci parce que... là, Valérie. Non, mais c'est vrai, mais ça marche pas. C'est sûr que c'est pas le gouvernement qui va dire « Ah oui, excusez, on s'est trompé. » Ça marche parce qu'il y a de la résistance. Puis à un moment donné, ben, les actionnaires de la compagnie se disent « Hey, ça marchera pas ce projet-là, on se retire. » Mais imaginez la CAQ qui est tellement... Tu sais, François Legault avec Martin Koskinen qui regarde les sondages tous les matins. Imaginez qu'il fasse un lien. Si on recule sur Nordvolt, on va peut-être monter dans les sondages et qu'il annule Nordvolt. C'est ça. Malade, hein? Ça serait incroyable. Ça serait capoté. Fait qu'il faudrait juste être capable de... Mais on est-tu capable? On a fait reculer les gaz de schiste, quand même, au Québec. C'est vrai. Fait qu'on peut... Puis on a certains pipelines aussi. Il y avait une augmentation du pipeline de la ligne de On avait fait reculer le nucléaire avec Gentil, mais là, ça revient. Ah... Oui, c'est ça. Le nucléaire va sauver le monde. La firme qui a dit que ça peut repartir, c'est elle qui repart des centrales. Oh là là. C'est pratique, mais c'est ça, on dirait qu'en plus, les médias, comment ils décrivent les opposants de Nordvolt, on dirait qu'il y en a qui sont comme hey, ils veulent protéger les oiseaux, sont caves. Sinon, mais on parle tellement plus de crise climatique pour vrai de façon quotidienne. Moi, des fois, je me dis, coudonc, je l'ai-tu imaginé, Guillaume Lepage, après la manifestation du 23 septembre 2019, qui a dit qu'elle a invité quelqu'un pour parler d'environnement à chaque semaine. Il avait dit ça? Il avait dit ça. Est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait jusqu'à la COVID. Puis après ça a foutu le camp. Mais il a dit qu'il allait le faire parce que c'était important puis que c'était l'avenir de ses enfants qui était en jeu. Et on n'en a plus jamais entendu parler. Il y a les moyens de s'acheter une île pour l'avenir de ses enfants. Il y a déjà un petit bunker sur le plateau Mont-Royal, c'est sûr. Oui. C'est dans son triplex. Une île à côté de celle de Guy Laliberté. Oui. Puis, avec des tunnels souterrains en dessous de l'eau. Ils communiquent, puis ils s'en vont dans une autre île où ils font des fêtes. Là, on a l'air conspirationniste un peu, c'est barre. Mais... on en parle tellement peu. Des fois, je me dis, coudonc, étais-tu dans ma tête, Greta Thunberg? Sérieux, il y a de quoi virer fou. L'autre jour, mon père avait oublié c'était qui, puis là, j'essayais de la décrire. Puis là, j'étais comme, tu sais, la petite fille fâchée avec les tresses puis l'imperméable jaune. J'avais l'impression de décrire un fantôme, OK? Il y a des femmes des années 30 qui ont une... Fifi Brendacier. Oui, c'est ça. Mais il y a eu des femmes... Tu sais, je décrivais ça, j'avais l'air d'inventer quelque chose. Il y a des femmes dans les années 30 qui ont une lobotomie pour moins que ça, là. Je pense que dans les années 30, je survivais pas. Non, mais le transitionnisme, ça questionne pas la consommation.
non plus. Ça la redirige. Hein? On peut consommer des bébelles si c'est des bébelles locales. Bien fait. Oui. Genre, commencer en 2023, c'est légal des cigarettes électroniques. Ça, c'est vrai. 2023, on est rendu en 2024. Mais c'est moins pire que des cigarettes. Mais des cigarettes électroniques, c'est juste ceux qui vapent qui disent ça, c'est pas moins pire. Non, puis c'est des petites clés USB qui goûtent le melon d'eau, là, ça va, là. Puis c'est pas recyclable, ça contribue à la destruction du territoire puis au génocide au Congo, comme Cibolac. Mais le melon d'eau, s'il est sur un circuit court, est-ce que ça fonctionne? Non. Okay. Mais tu sais, pourquoi c'est légal, ça? Puis, by the way, la consommation, pour l'instant, elle compte pas dans le bilan du GES du Canada. Ça tend à changer. Là, il commence à avoir des lois contre ça. Oui, mais ça compte pas dans notre bilan du GES. Qu'est-ce qui compte? C'est l'extraction? C'est l'extraction, le transport, mais la consommation, donc ce qu'on importe. Fait que c'est pour ça aussi que les gens vont dire « Ah, c'est à cause de la Chine. » Oui. En fait, si la Chine fait rien, ça donne quoi? C'est ça. Ça, on l'entend souvent. Mais si on prenait le bilan de GES de la Chine, puis vraiment qu'on prenait leurs exportations de biens, si nous, on l'absorbait dans nos GES à nous, là, ça changerait vraiment la game. Puis là, on verrait que le Canada, les États-Unis sont vraiment des encore plus grands consommateurs qu'on pense. Puis le fait qu'on parle pas jamais de consommation dans les médias ou en général dans cette discussion-là de la lutte à la crise climatique, ça, pour moi, c'est vraiment compliqué. D'ailleurs, j'ai un ami qui a acheté récemment une bébelle chinoise là, sur Internet pour son chat. Puis la bébelle a pris 2 avions, 4 bateaux, mais il a reçu un message comme quoi la livraison était carboneutre grâce à Post Canada. Fait que là, permettez-moi d'en douter. Mais c'est bon, le transitionniste, c'est n'importe quel projet que propose la Caisse de dépôt. Le transitionniste, c'est d'avoir construit les premières stations du REM au 10-30. Hein, le grand projet de société, toi, un train qui t'amène d'un centre d'achat à un aéroport. Le REM, qui a modifié d'ailleurs et allongé le parcours de plus de 10 000 usagers du transport en commun. Chapeau! Ouais, qui se rendaient déjà à Montréal en transport en commun sans problème. Puis là, ils se font chier à attendre un train dans le ciel qui arrête pas de bugger parce que c'est un train dans le ciel, c'est cute! Mais on le savait depuis le début! C'est ça. Pourquoi? Chris, on le savait! C'est vraiment assez fâchant. C'est très fâchant. C'est ça. C'est tout? Ben là, c'est pas tout, je vais continuer ma chronique. Mais sinon, on part dans toutes les affaires qui nous fâchent, ça va durer 1h15. Hey, moi, je pensais que c'était un petit épisode léger. Mais là, vous m'avez invité. Je sais. C'est sûr que ça sera pas léger avec moi. Non, mais je pense que les changements qu'on doit faire pour s'assurer de ne pas foncer dans un mur climatique et environnemental, humain et économique sont pas mal plus profonds que le transitionnisme. Hein. Les gros investissements du gouvernement contre la crise climatique sont tous dans l'électrification. Oui. Entre autres, dans les subventions de chars électriques. Comme voyons qu'on soit pas en train de virer des tables à l'envers. Hein. On finance des modèles de Mercedes. Ouais, tout à fait. On donne de l'argent aux riches pour qu'ils s'achètent une Mercedes. Prochaine étape. Et là, on dit aux pauvres, hey, on va manquer d'électricité, il faudrait consommer moins. Ouais, il faudrait que tu baisses le chauffage quand il fait moins 40 dehors. Puis, prochaine étape, moi, je pense qu'on va être rendu, on va financer les diamants faits en laboratoire. Je pense que ça va être ça, le gouvernement, sa logique. Mais moi, ça me fait pas rêver à un monde idéal, là, l'électrification. Faut jaser du reste. Hein? C'est quand la dernière fois qu'on a parlé de la gestion de la forêt, alors qu'une saine gestion de la forêt crée de la richesse, retire des arbres morts de la forêt qui évite d'émettre des GES et d'aide du carburant pour les feux de forêt. Tu sais, Fitzgibbon, il sait-tu que pour ses précieux circulaires, ça prend du papier. C'est quand qu'on a entendu François Legault parler d'une stratégie pour une agriculture plus respectueuse de la planète, d'incitatifs pour aller vers un régime végétarien, alors qu'on sait qu'un des principaux facteurs du réchauffement rapide du climat, c'est le méthane, et on pourrait se sauver quelques années si on diminuait ça rapidement maintenant. Mais je vais paraphraser Lise Ravary. On n'en mange pas, nous autres, des pois chiches. Elle avait dit ça en disant j'aimais du méthane. C'est pas nous autres, ça? Ouais. Nous autres. On mange pas ça, des pois chiches. C'est les basanés qui mangent ça. Hey, mais ça, c'est pas... Pea soup, on s'appelle, en tout cas. Moi, je sais. On avait le germe. Oui. Du pois... Du pois chiche au Québec, on mangeait ça. Ouais. Puis nous, on prenait ça comme une insulte. Ouais. Mais ramenons le pois chiche. Soyons fiers d'être des pissous. Oui! Mangeons des soupes. Mangeons-les au moins. Puis tu sais, on est où aussi avec la bataille contre l'obsolescence programmée? Hein? C'est vrai. On n'en parle jamais. Ou on est où avec la bataille contre les gaz réfrigérants qui, à eux seuls, pourraient compter jusqu'à 0,4 degrés de réchauffement? Vous voulez détruire les frigos? OK, c'est ça votre... C'est ça mon grand projet. OK, c'est pas juste l'Occident, c'est les frigos. Oui, exactement. Mais il faut revoir tout ça, là. Oui. Puis, tu sais, avez-vous déjà vu une conférence de presse devant les grands médias pour annoncer un plan national de recyclage de vieux frigidaires? Non. Jamais, mais c'est 0,4 degrés de réchauffement qu'on pourrait éviter.
si on le faisait. C'est énorme, là, considérant la tâche à faire. Cela dit, le retour en force du Parti québécois, c'est une sorte de recyclage. C'est vrai. D'un vieux frigo. D'un vieux frigo qui coule, qui émet bien du frigo. C'est vrai. Puis, du Gaétan frigo. OK. Puis, honnêtement, je comprends pas pourquoi on parle pas du fait qu'on construit encore des maisons neuves où on chie dans l'eau potable. Ça aussi, là. Pourquoi on questionne pas aussi l'abondance des aliments en épicerie, hein? On parle jamais du fait que IGA vend des fruits du dragon alors que personne n'achète ça, des fruits du dragon. Puis pré-coupés en plus. Oui. Dans des papayes. papayes. Qui mange ça de la papaye? C'est le fruit que tu laisses dans ton assiette déjeuner que tu veux pas manger. Abricots. Un abricot sur 30 est bon. J'aimerais savoir la statistique. Pour vrai. Mais c'est vrai que c'est à peu près ça. C'est jamais bon. Ben oui. Parce c'est bon quand on le cueille dans l'arbre. C'est comme les mangues. Ouais, non, c'est vrai. On s'entend-tu que les mangues, sont jamais belles. C'est rare. C'est ça. Parce qu'ils font trop de route. Exact. Puis on questionne jamais cette abondance-là, qui est énormément de GES à chaque fois aussi. Là. Tout à fait. Puis c'est pas parce qu'ils vont venir dans des camions électriques que soudainement, ça va être mieux pour l'environnement. Là. C'est vraiment pas ça. Sinon, aussi, elle est où, la conversation sur les semaines de travail de 4 jours? Hein? On en a parlé genre 3 minutes il y a 3 ans pendant la COVID, puis là, on n'en parle plus. Il y a des personnes cancellées qui sont revenues plus vite sur la place publique que la discussion de la semaine de travail de 4 jours. Ça va pas, là. Avez-vous des noms? Oui. Suivez mes pages Instagram pour me voir chialer là-dessus. Puis, l'opposé du transitionnisme, idéalement, pour moi, c'est pas non plus l'écologiste de Grano habillé en Patagonia qui donne des câlins aux arbres qui viennent de planter en partageant des articles sur genre les 15 compagnies éthiques pour faire son magasinage des fêtes, OK? On a besoin d'une conversation plus grande que de jaser des petits gestes individuels de compost. Tu sais, personne va avoir davantage de droits grâce au compost, là. C'est pas révolutionnaire non plus, le compost. Pas mal sûr que le FLQ prônait pas le soulèvement prolétariat par le recyclage de ses trognons de pommes, je pense. Bref, pour 2024, là, c'est ma première chronique de l'année. Je nous souhaite un écologiste plus global, un écologisme prolétaire citoyen qui fait payer la note aux vraies entreprises destructrices, puis qui nous évite un sempiternel débat sur la taxe carbone que les individus doivent payer, alors que pendant ce temps-là, ben, les gros pollueurs, ils font ce qu'ils veulent. Bref, je nous souhaite un écologiste basé sur la justice sociale basée sur l'écologisme. Et fuck le transitionnisme. Valérie Lefebvre-Fauché. On va parler du dernier numéro de Liberté. Oui. Numéro 341. Qui s'appelle Sexe en novembre. Ouais. Un autre numéro que j'ai dévoré. Là, je dis pas ça parce que vous payez extrêmement cher pour venir en parler ici. Je l'ai vraiment dévoré. Le premier gros texte qui ouvre le numéro, c'est le texte de Kev Lambert. Oui, notre nouveau chroniqueur. Ben donc, oui, c'est un super beau texte de Kev Lambert qui nous parle, qui revient sur l'histoire du premier ministre qui a beaucoup aimé son roman. Oui, qui a beaucoup aimé son roman. Et là, il y a une réflexion aussi sur comment est interprétée une œuvre d'art, parce que dans le fond, il se demande, ben là, François Legault a pas lu mon roman comme il faut parce qu'il aurait pas dû l'aimer. Fait que là, il y a tout, puis là, il cite des gens qui se sont intéressés à cette réflexion-là, puis il sort des phrases percutantes. Les artistes n'ont pas à s'adresser poliment aux dirigeants et aux puissants. Puis ça, moi, ça m'arrive régulièrement sur les réseaux sociaux, des messieurs, souvent des messieurs plus vieux que moi, qui disent, vous pourriez dire quand même monsieur Legault au lieu de dire Legault. Et Kev Lambert nous rappelle que non, on n'est pas obligé d'avoir cette révérence pour les puissants. Il rappelle que l'acidité, ça sonne, ça fait réagir davantage que le mot gentil, parce que aussi, on a de la misère avec ça, avec des propos. On a de la misère avec la colère. Oui. Pas seulement la colère des femmes, mais la colère. Être en colère contre les élus, les puissants, pour bien des gens, là, ça disqualifie le propos, alors que... Puis quand on a du style, ça dérange encore plus. Oui, voilà. Sinon, What's Up Doc? De Véronique Dassas. Oui, vous avez aimé ça? Ben oui. Véronique Dassas est traductrice aussi, en plus d'être chroniqueuse chez Liberté depuis plusieurs années. Elle réfléchit à ce que ça veut dire pour les traducteurs, les logiciels de traduction. Ils sont très puissants. Oui, c'est ça. Au niveau de la traduction. Oui, puis elle y trouve quelque chose de créatif et prometteur. Elle est quand même optimiste à la fin de son texte. Ça m'étonnait parce qu'au début, on n'est pas sûr. Puis oui, quand tu regardes les prouesses de l'IA, la traduction, c'est un des premiers métiers que tu dis « Oh boy ». Mais elle dit « Ah non », parce qu'ils font des contresens, mais la traduction aussi. Puis elle rappelle que l'Occident a été bâti sur plein de contresens. de traduction, pas ratée, mais de traduction
plus ou moins fidèle. Non, c'est vraiment un texte intéressant. Oui, c'est une optimiste de la technologie. Oui. Un texte d'Ali Giroux aussi, du soin de nos morts, qui part de son expérience personnelle du décès de sa grand-mère, et elle réfléchit à... C'est vrai qu'on a perdu les rites mortuaires qu'on a déjà eus. Ouais, c'est un super beau texte sur qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un meurt et on est comme dépossédé de ce moment-là. Tu sais, elle comprend que c'est pas simple parce qu'on a perdu... Mais tu sais, moi... si on a lu un peu, on sait qu'il n'y a pas si longtemps, les corps des défunts au Québec étaient exposés dans les maisons des gens. Il y avait donc une compétence de s'occuper... Oui, il y avait des croque-morts qui aidaient, tout ça, mais c'est pas nouveau, là, cette idée, cet accaparement du capital par l'industrie de l'embaumement, mais elle rappelle qu'on pourrait peut-être y revenir au lieu de confier ça à des intérêts étrangers. Entretien de Ricardo Dorsey. Ah, c'est Ricardson. Il manque un N, c'est ça. Je vais le corriger. Dorsey avec Gisèle Sapiro. Et là, ça m'a permis de sortir un essai que j'ai déjà lu de Gisèle Sapiro. Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur? C'est une sociologue française qui fait une sociologie de la littérature, qui a eu Pierre Bourdieu comme directeur. Quand même, hein? Quand même. Mais oui, c'est vraiment quelqu'un d'impressionnant, Gisèle Sapiro. Wow. Ça, c'est une des choses merveilleuses de travailler dans une revue, c'est qu'on peut entrer en contact avec des gens qu'on admire. Puis... Ah oui. Elle a écrit donc Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur? Ça date de 2020. Là, l'entretien est plus général sur son travail. Mais si vous avez un livre de Gisèle Sapiro, peut-être en introduction à lire, c'est celui-là, qui nous permet de comprendre pourquoi il faut arrêter de lire Michel Houellebecq. Mais elle le dit avec une théorie de la littérature. Texte extrêmement percutant d'Alex Noël, Les Boîtes Noires. Oui. C'est la rubrique Essai libre? Oui. Je ne sais pas si on a appelé ça reportage. Oui, c'est un reportage. Ça, c'est très fou parce que lui s'intéresse aux archives gays. Il fait une enquête à partir des... il ouvre des boîtes d'archives que personne n'a ouvert avant lui. Il part à la recherche des auteurs et des artistes qui ont été effacés par la pandémie de sida. Des années 80. Ouais. Et c'est un peu comme... Il ne sait pas dans quoi il va s'embarquer au début. Valérie, ce texte-là vaut le numéro. C'est extraordinaire. Oui, vraiment. C'est un texte vraiment bouleversant. C'est dur à lire. Là. Oui, c'est dur. Je dis c'est dur parce que c'est bouleversant, oui, pas parce que... Oui, tout à fait. Mais c'est pas graphique, là. C'est pas à ce niveau-là du tout. Mais il y a cette idée, entre autres, qu'au Québec, les archives ont longtemps été orientées vers le récit commun, vers l'émancipation nationale. Alex Noël le rappelle, mais qu'il y a tout un pan du vécu de plein de gens qui est encore dans des boîtes. Oui, mais particulièrement ceux-là quand même. Voilà. C'est ça qui découvre, c'est que les gens qui sont morts du sida ont été enterrés plusieurs fois. Ouais. Leurs œuvres ont été cachées, les gens avaient peur, les gens avaient honte. Donc, ils redécouvrent quelque chose que personne n'a vu, en fait. Et là, en plus, son enquête devient folle parce qu'il est enseveli de témoignages et de découvertes. Il dit « Ah, mon Dieu, c'est à ça que ça sert, le travail d'édition. On a accès à on redécouvre des œuvres. » Oui, parce que il y a des poètes là-dedans, il y a des gens qui faisaient pas nécessairement une pratique artistique dans ces archives-là, mais c'est des témoignages de comment ils ont vécu les dernières années de leur vie. Moi, je me rappelle, en fait, ça m'a rappelé ma lecture du roman N'y suis jamais de larmes sans gants, parce que ça se passe en Suède. Mais c'est la même chose. Ça fait pas si longtemps, là, les années 80, où ces gens-là étaient laissés à eux-mêmes, même dans le système médical. Ils mouraient seuls. Oui. Et là, vous avez des archives qui relatent des journaux intimes, des poèmes. Et souvent, la famille cachait ce fait-là. Ils disaient qu'ils avaient été foudroyés par une maladie, un cancer. Il y a tout ça. Puis c'est une lecture importante pour tout le monde, pour se rappeler que ça existait. Puis que c'est des batailles qui sont encore fragiles. Oui, sur la reconnaissance de la différence. C'est tellement bien écrit. C'est difficile de parler de ça, puis il le fait avec... Il y a toujours... il est proche de son émotion et en même temps très respectueux et professionnel. C'est magnifique. Et sinon, il y a le grand dossier Sexe en novembre. J'ai eu peur. Là, je m'attendais à avoir des textes sur des gens en couple ouvert qui rappellent qu'ils sont invisibilisés, mais qui en parlent tout le temps. Mais non, c'est plus que ça. c'est beaucoup plus que ça. Et là, vous dites, au début du dossier, que c'est la première fois que Liberté se penche en thématique sur le sexe dans son histoire. Ben non, mais non. On a-tu dit ça?
Il y a eu plein de textes sur le sexe dans Liberté. Il y a eu d'ailleurs un numéro en 69, un numéro érotique. Beau flash. OK, mais j'ai mal lu. Je pensais qu'au début, c'était un vieux rêve que Liberté caressait, puis vous l'aviez réalisé. En fait, ce qu'on dit, c'est que ça faisait longtemps que l'équipe en parlait. On voulait parler de sexe, mais on n'avait pas envie que ça soit un numéro déprimant où on parle de violence sexuelle, où on réagit aux dénonciations, tout ça. On voulait comme quelque chose de joyeux, là, qui donne envie. Joyeux et aussi qui met la lumière sur des pans de la sexualité. En tout cas, moi, j'avais jamais pris conscience. Entre autres, L'amour inspiré de mes ancêtres, de Véronique Picard Yokmas Yanendaye, j'espère que je l'ai bien prononcé, qui, en fait, réfléchit sur les pratiques de l'amour et de la sexualité de ses ancêtres Wendat. Oui, c'est une nouvelle collaboratrice, Wendat, qui est en résidence chez Liberté, et on est super contente qu'elle soit avec nous. Oui, elle se pose une question qui est quand même super difficile, étant donné que la colonisation a un effet dans toutes les sphères de la vie et dans l'intimité des gens. Elle se demande qu'est-ce que c'était l'amour, la sexualité avant? Qu'est-ce qu'on peut imaginer qui serait autre? Sinon, il y a un texte sur le polyamour d'Éric Leblanc. Mm-hmm. Moi, je voulais vraiment quelqu'un qui nous parle de polyamour et famille. Là, oui. Parce qu'on s'entend qu'il y a comme un lien entre la sexualité et les bébés. Ah oui? Oui. C'est quand même un texte très littéraire où il parle de qu'est-ce que c'est essayer de se faire reconnaître comme famille avec 3 parents par les institutions. Ah oui, mais ça, donc, il en parle avec humour. C'est pas... mais j'imagine que c'est un peu comme au sein des communautés gays et lesbiennes à une certaine époque, où il y avait des tensions entre ceux qui voulaient être reconnus par les institutions hétéronormatives et ceux qui disaient, ben non, notre mode de vie est en marge, restons un peu dans la marge. Mais je pense que tout ce qu'on peut gagner en termes de représentation, ça compte vraiment, là. Sinon, il y a un texte, Coordonner l'intime, qui revient un peu sur cette pratique qu'on a entendu parler il n'y a pas si longtemps sur les plateaux de tournage après MeToo, d'avoir des gens qui coordonnent les relations intimes qui sont filmées. Oui, on fait comme si c'était un nouveau métier, mais en fait, c'est quelque chose que tout le monde doit faire depuis longtemps quand on fait des œuvres d'art collectives qui mettent en scène des scènes d'intimité. Puis on le fait, on est super habitué de le voir pour les scènes. Il y a des coachs pour les scènes de bataille. De cascade. Ouais, je trouvais que le parallèle est intéressant, c'est que considérons les scènes d'intimité un peu comme les cascades, c'est-à-dire que ça... En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu à la lecture, c'est que ça, oui, ça existe, mais il faut quand même les coordonner, ça se fait pas n'importe comment. Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu un nouveau métier qui a besoin d'être reconnu, mais aussi, ce qui est intéressant, je trouve, dans l'article, c'est qu'il y a aussi une réflexion sur qu'est-ce que ça change vraiment. Est-ce que c'est juste... est-ce que ça protège vraiment les gens? Est-ce que ça change l'œuvre elle-même? Donc, ça pose beaucoup de questions super intéressantes. On trouve le numéro dans toutes les librairies indépendantes? Oui, puis on peut aussi s'abonner. C'est merveilleux parce que la Poste, ça livre partout, dans tous les coins éloignés du Québec. Vous pouvez nous avoir livrés chez vous 4 fois par année. Les gens l'ignorent peut-être, mais les abonnements, c'est important aussi pour les subventions, je pense, pour les revues. Ça compte vraiment beaucoup pour nous. Non, mais si on veut que ce pan-là de la vie littéraire québécoise existe, c'est mieux de s'abonner. Absolument. Si on veut vraiment... Oui, ça donne aux revues une stabilité. Oui. Puis, mais aussi, moi, je trouve ça, c'est fabuleux, la Poste, sérieusement. C'est vrai. Mais oui. C'est un beau système. Il y a quelqu'un qui arrive et qui te porte... Quelqu'un qui vient... C'est pas Marco, en plus, souvent, qui vient te porter ton... Exact. On va terminer en musique. C'est un verre d'oreille, puis je comprends pas qu'on l'entend pas plus. Merci Valérie Lefebvre-Fauché pour nous présenter le numéro. C'est vraiment un verre d'oreille, puis je veux qu'on en parle parce que c'est quelqu'un qui a tenté une carrière au Québec qui s'appelle Dominique de Witte. C'est W-I-T-T-E. Je sais pas si on dit de Witte ou de Witte. Auteur, compositeur, interprète, né à Carcassonne. Il est ingénieur du son, diplômé du Trebasse Institute of Montreal. Évidemment, ça prend juste un français pour parler comme ça de l'Institut Trebasse. Il porte le prédicat de messire et le titre d'écuyer du Royaume de Belgique depuis sa naissance. Alors, c'est pas de la gnognotte, Dominique de Witte. Il a essayé, donc, au Québec, d'avoir une certaine carrière au début des années 2000. Ça a plus ou moins fonctionné. Il a essayé de faire du rock, style Éric Lapointe. Il a essayé de faire de la pop très légère d'été. Et là, son dernier succès, entre guillemets, c'est une chanson qui s'appelle « Je ne suis pas woke ». Il a décidé d'investir
Il est en France, hein, cela dit, fait que l'anti-wokisme... C'est une bonne niche. C'est une bonne niche. Et vous allez voir, tous les thèmes éculés, clichés, anti-woke sont là. Le grand remplacement, l'effondrement de l'Occident, la théorie des genres. Mais malheureusement, il dit pas woke, il dit wok. Fait que là, on sait pas s'il est anti... Pataille ou vraiment anti-woke. On va terminer comme ça en musique. J'ai l'impression que il va être éventuellement invité peut-être à un podcast de Stéphane Bureau ou Mathieu Bock-Côté va en faire une chronique pour attendre avec impatience un album. Merci pour cet épisode qui est un peu inhabituel pour la balado, un peu sloppy. J'imagine parce que Coralie Laperrière était là. C'est tout le temps ça, c'est moi. C'est la jeunesse. Non, mais ça en prend des épisodes niaiseux comme ça. Mais il y avait du contenu quand même. Valérie Lefebvre-Fauchic. Le nouveau numéro de Liberté sort quand? Début mars. Début mars. Puis là, on n'attendra pas 3 mois comme ça. Là, je vais vous inviter au mois de mars. Hourra! Alors voilà, je ne suis pas woke. Dominique De Witte. Écoutez ça pour vrai, c'est un verre d'oreille. Ils m'ont dit tu n'es pas un homme, mais une femme grâce aux hormones, en masquant la réalité. C'est nos vies qu'ils ont effacées, mais moi je ne suis pas woke, pas woke. Je suis un Français non manipulé. Je ne suis pas woke, pas woke. J'aime la beauté des femmes et des hommes sexués. Toute notre histoire les rend amers. Ils nous remplacent par ceux qui viennent par la mer. Même notre langue est chahutée. .E.S et affinité. Ils touchent à nos villages, aux églises et aux sages, détruisent nos paysages et se disent écolos, mettent des gens dans des cases pour tuer leurs pensées, car c'est bien ça l'idée, laisser la place à ChatGPT. Mais moi je ne suis pas woke, pas woke. Je suis un Français non manipulé. Je ne suis pas woke, pas woke. J'aime la beauté des femmes et des hommes sexués. Mais ils veulent réécrire l'histoire, plonger nos vies dans le noir. Toi qui cherches à trouver la vérité, s'il te plaît, évite de les imiter. Quand tu penses à ce quoi ils sont capables, la violence et la haine dont ils sont coupables. Ce qu'ils cherchent c'est à nous rééduquer. Et par chance, sur moi c'est sans effet. Que faire pour sortir de l'ornière? Droit dans ses bottes et être fier. La France a son identité. Faisons tout pour la préserver. Alors ne soyons pas woke, pas woke, et restons français, fiers et enjoués. Ne soyons pas woke, pas woke. Le destin français est dans nos cœurs à jamais. Je ne suis pas woke, pas woke. Je suis un Français non manipulé. Je ne suis pas woke, pas woke. Laissez-moi rêver. Je ne suis pas woke, pas woke. Je suis un Français non manipulé. Je ne suis pas woke, pas woke. Laissez-moi rêver. Une France éternelle à jamais.